Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Donc bienvenue aujourd'hui, 16 juin 2025, dans une nouvelle rencontre Prunelle où nous abordons avec des témoignages la question du handicap visuel et de l'inclusion. Donc aujourd'hui, nous accueillons dans notre studio Domenico Nigro. Bonjour Domenico. Bonjour François. Qui donc arrive ce matin, tout fraîchement, de la fondation Pro, de l'entreprise Pro, et qui est venu cet après-midi, qui s'est libéré de son travail pour venir parler avec nous et contribuer à donner des informations sur cette question-là que nous traitons, donc le handicap visuel et le travail, l'inclusion, les possibilités aussi de développer une pratique professionnelle. Et donc, Domenico, toi, tu m'as raconté 2-3 choses avant qu'on s'est rencontrés, avant cette interview. Oui. Ton nom de famille vient de l'Italie. Oui, exact, oui. Nigro, côté napolitain. Exactement, oui. Voilà. Et puis, tu es actif depuis presque 20 ans chez Pro. Exact, oui. Tu as aussi travaillé auparavant dans une entreprise. Oui, alors, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle par un apprentissage en pâtisserie, qui n'a pas malheureusement marché parce que c'était dû à mon problème visuel. Ensuite de quoi, j'ai fait un premier passage chez Pro entre 2001 et 2004, je dirais, où là, je faisais du conditionnement en tout genre. J'ai aussi travaillé toujours dans le cadre de Pro chez Guide Gourmet. Ensuite de quoi, j'ai voulu un petit peu me lancer dans le secteur économique traditionnel, et j'ai fait appel à une société qui s'appelle IPT. Je sais pas s'ils existent toujours. Intégration pour tous, oui. Oui. Et eux, ils m'avaient orienté justement dans cette entreprise qui s'appelle Idéal Chimique, où là j'ai fait de la logique. Enfin, j'ai fait du conditionnement, de la préparation de commandes. Ensuite de quoi, malheureusement pour des raisons économiques, ils sont dû se séparer de moi. Et du coup, après 1 année et demie de chômage, je suis revenu chez Pro pour faire une formation en logistique avec le RIF. Et donc j'étais en dual, en fait, j'avais comme un apprenti, j'avais un cours 1 fois par semaine, et puis j'étais le reste du temps en entreprise. Et puis Idéal Chimique, c'est des produits de nettoyage principalement. Oui, des produits de nettoyage, des produits pour la mécanique. Ils font aussi, je sais pas, par exemple des nettoyants pour les voitures, de l'huile en tout genre, de l'huile de moteur, de l'huile toutes les huiles qu'on peut utiliser dans une voiture. Ouais. Et puis voilà. Alors dans la présentation, moi j'ai encore 2-3 éléments que tu m'as raconté, c'est que tu as aujourd'hui 45 ans. Exact, oui. Donc comme on dit en italien, c'est la mezzo del cammino, non? Si, oui, ouais, c'est mezza strada. Mezza strada. Ouais, c'est ça à peu près, parce que si on considère que l'espérance de vie c'est 80, on est arrivé à la moitié du chemin, effectivement. Exact, ouais. Et puis, tu vis à Genève depuis toujours. Oui. Et donc, tes études, tes premières écoles, tu les as fait au Libellule. Oui, alors, j'étais à l'école des Charmilles, qui est dans le quartier, comme un élève normal, et j'allais 1 ou 2 fois par semaine, justement, dans le centre, dans l'école des Libellules. Les jeunes voix qui ont à peu près mon âge de Genève savent très bien de quoi je parle. Et là, on apprenait justement à se servir des différents moyens auxiliaires qui étaient mis à notre disposition à l'époque. Donc, c'était des trucs assez archaïques, C'était des écrans à circuit fermé avec des caméras sous laquelle on mettait les feuilles de papier pour pouvoir lire les indications qui étaient dessus. Oui. Ou alors, je suivais au tableau avec un monoculaire. Et on nous a, dans cette école-là, on apprenait à servir de ces outils. Est-ce que cette école, tu te souviens si elle avait des liens avec les structures comme l'ABA Oui, complètement. D'autres structures spécialisées? Oui, c'était en lien, c'est sûr, parce que ils travaillaient aussi avec l'ABA et avec les libellules. On avait aussi des cours de locomotion avec des moniteurs en locomotion qui nous apprenaient à nous déplacer. Après ça, c'était hors cadre scolaire. Enfin, non, c'est faux. C'était même pas hors cadre scolaire parce que, par exemple, c'est eux qui m'avaient appris, entre guillemets, à choisir l'itinéraire le plus simple pour aller de chez moi, par exemple, à l'école. Et voilà, il y a eu
il y a eu tout un système de soutien entre scolaire et parascolaire qui ont fait que voilà, pour faciliter la vie scolaire des personnes en situation de handicap. Oui. Bah, enfin, visuel me concernant, je veux pas parler au nom des autres handicaps parce que je sais pas, mais j'imagine que ça doit exister pour d'autres types de handicap aussi. Et du coup, là, tu t'es senti soutenu et bien accompagné. Oui, complètement. Ouais. Et la famille pouvait aussi contribuer à, à une forme d'accompagnement, j'imagine. Exact, oui. Après, toi, tu m'as aussi parlé parce que qu'est-ce qui fait que toi, tu viens ici comme témoin d'une problématique qui touche la vision? C'est qu'il y a eu tu m'as dit un mot médical savant, une neurofibrome. Oui, alors moi, c'est ma pathologie, enfin, mon handicap visuel est dû à une pathologie neurologique qui s'appelle la neurofibromatose. Neurofibromatose. Oui, et voilà, et en fait, c'est ce qui a fait que, en gros, mon handicap visuel n'est pas dû à une défaillance visuelle, mais neurologique. Oui, et qui n'est pas, qui ne se dégrade pas, qui est stable. Bah, jusqu'à aujourd'hui, non. Oui, ouais. Donc, tu vis avec depuis 45 ans. Je vis avec depuis 45 ans complètement, oui. Ouais. Et du coup, quelles sont les autres choses où tu dépenses, pas forcément de l'argent, hein, mais où tu te dépenses? Ah, par rapport aux activités extra-professionnelles. Voilà, les activités que tu investis. Bah, voilà, de temps en temps, je vais nager, de temps en temps, je vais courir. Je fais aussi du vélo, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Bah voilà, je fais quand même pas mal de marches et de courses à pied. Ouais. C'est quand même ça, c'est un défouloir. Alors attends, parce que tu dis ce vélo, alors moi ça m'intrigue. Hein. Puis là, si t'es d'accord, j'entre oui, bien sûr, bien évidemment. Dans le détail, tu dis aussi étonnant que ça puisse paraître. Justement, alors toi qui vois pas très bien. Tu m'avais aussi dit que sur 10, sur l'échelle de 10, tu es à 1,9. Alors 0,9 d'un œil et 1,3 de l'autre. Voilà. Donc tu es... j'espère que... Tu es à moins de 10% de vision par rapport à moi qui suis à 100% apparemment. Ouais. Mais du coup, 100%, non. Quand moi je fais du vélo, je vois pas tout ce qui peut m'arriver alors, en face. Je fais du vélo... bien que je me suis jamais fait attraper, mais... Je fais du vélo très tranquille, hein, et je vais sur les... Enfin, j'utilise les sentiers que je connais, enfin, les routes que je connais. Ok. Et évidemment, je suis très prudent. Je suis pas... Je vais à mon rythme. Ouais. Mais donc plutôt sur les chemins cyclables. Et puis voilà, pas dans le grand oui. trafic. J'évite les grands trafics. Je privilégie les itinéraires avec pistes cyclables. Oui. Et donc je le faisais à l'époque où je travaillais au Petit Lancy parce que Pro a déménagé. Aujourd'hui, on est à Plan-les-Ouates, c'est un peu plus compliqué parce que ou alors j'ai pas tout étudié, hein, mais les chemins qui me mènent de chez moi au travail ne me permettent pas forcément de pouvoir aller en vélo tranquillement. Il y a des complications, ouais, je vois bien. Un petit peu, ouais. Puis en plus, en ce moment, Genève, c'est en travaux de partout, donc ouais. c'est encore plus compliqué. Puis c'est pas que de la piste cyclable sur tous les tronçons, il y a des segments exact, routiers ou des passages carrefours compliqués. Oui. Et puis même, hein, comme je disais à l'instant, là, il y a des travaux absolument partout et même parfois à pied, c'est compliqué pour moi, par exemple. Hein. Mais du coup, toi, tu as une vision latérale parce que faire du vélo sur une piste cyclable, ça veut dire que tu vois bien. Ah oui, non, j'ai une vision. Les bords définis. J'ai pas la vision. J'ai pas de champ visuel restreint. Ouais. C'est celui qui est devant moi, mais sinon sur les côtés non. Ouais. Donc vélo, course à pied, natation. Oui. Et puis aussi alors toi, tu as aussi investi les voyages. Hein. Tu aimerais encore faire un petit peu, ouais. J'ai fait l'Amérique du Nord, j'ai fait l'Asie, l'Afrique du Nord aussi, pas mal de villes en Europe. Ok. Puis voilà. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Je sais pas, peut-être un projet pour l'Amérique latine l'année prochaine, mais c'est à voir. Ouais. Bon, si on parle maintenant de pro, alors ça c'est un chapitre qu'on pourrait vraiment développer. Toi, tu m'as parlé de la logistique de Sécheron. Oui. Et puis, tu m'as dit que tu étais au 2e sous-sol, donc où il y a les palettes. Exact, oui. Il y a une partie de mon travail qui se fait au 2e sous-sol et une autre partie de mon travail qui se fait dans l'atelier qui se situe au 4e étage de l'immeuble. Ok. Et voilà, on fait le lien. Je suis pas tout seul, hein, mais on fait le lien avec l'équipe logistique entre
le sous-sol, les chaînes de production et l'expédition. Ouais. Et puis donc, Sécheron produit des grands équipements pour les trains, Oui, le exact. matériel roulant. Oui. Il y a encore autre chose qui est fait. À ma connaissance, c'est tout ce qu'ils fabriquent. C'est vraiment pour les trains. Ouais. Mais ça, on va dire, c'est une occasion en or de faire à la fois de l'insertion et du travail réel, du travail productif. Oui, c'est complètement productif. Je vais dire, alors chez Pro, voilà, ils emploient des personnes qui sont en situation de handicap, tout handicap confondu, hein, que ce soit physique, sensoriel ou bien psychique. Et mais ce que produit Pro, c'est vraiment des choses qui sont utiles. Enfin voilà, on travaille pour moi je travaille par exemple pour Sécheron SA, mais ils travaillent aussi pour quelques grands noms horlogers de la place. Oui. Ou la pharmaceutique, ou le conditionnement. Pharmaceutique, où ils ont travaillé pour Nestlé, Novartis. Donc voilà, ils ont encore, hein, ça je sais pas exactement, des clients, je veux dire avec des noms qui ont du poids quand même. Oui. Ouais, puis moi qui participe de temps en temps au club des 100 là annuel, il y avait la présentation du vélo de l'IMAD. Exact. De la flotte de vélos de l'IMAD. Et là ils sont en train de développer aussi toute une, enfin voilà, il y a toute une activité qui se développe sur les vélos électriques. Et non, c'est vraiment voilà, c'est pas. Alors ils ont pour vocation d'occuper, d'employer des personnes en situation de handicap, mais c'est vraiment voilà, c'est des employés traditionnels. Oui. C'est vraiment ça. Hein. Enfin, mais on est à peu près 650. On travaille comme tout le monde. Ouais, je crois que le dernier chiffre c'est 700. Hein. Je crois qu'on a dépassé les 700. Ah, carrément, ouais. Mais voilà, tout secteur confondu, hein, que ce soit l'encadrement, la direction générale, vraiment tout le monde, je crois que on doit être à plus de 700. Ouais. Et puis du coup, tous les secteurs sont, on pourrait dire, productifs, ou même il y a de l'invention, parce qu'il y a les bâches. Moi, j'ai visité l'entreprise. Oui. Il y a aussi la récupération des bâches pour refaire des objets. Où ils font des sacs avec ça, objets, ou des porte-monnaies. Ils font, il y a toute une équipe de restauration qui font de la cuisine pour tout le monde. Oui. Parce que le restaurant de l'entreprise est ouvert à tous. Ouais, y compris pour des meetings extérieurs. Exactement, oui. Service traiteur. Oui, voilà, ils font du service traiteur. Ouais. C'est une grosse structure. J'avais rencontré Yvan, on se connaît bien avec Yvan Haro, l'actuel directeur. Oui. Et puis, il disait, ce qui est important chez Pro, c'est que chacun participe à l'essor de l'entreprise. Exact. Et ça, j'ai trouvé que c'était un joli message. Nous, il se trouve qu'avec l'atelier 107, on est à peu près dans les mêmes cordes, tu vois. Ouais. Parce qu'on est privé, il n'y a pas de subvention, donc il n'y a pas de garantie de déficit. Ouais. On doit faire vivre la structure avec les services. Mais je pense que chez Pro, moi je partage aussi l'avis d'Yvan. Je pense que chez Pro, chacun amène sa pierre à l'édifice. Enfin, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit le monde est fait de petits gestes. Et chacun est là pour faire avancer le bateau. Enfin, si on peut dire. Exact, ouais. Enfin, le train, là, en l'occurrence, mais qu'on parle de Sécheron, mais... Ouais. Alors, Domenico, entrons encore plus dans les détails. Toi, ce que tu fais d'une journée de travail, par exemple, tu arrives le matin, tu dois mettre en route. Quel genre de processus de travail? Alors le matin, on arrive, moi, j'ouvre ma boîte mail et puis je regarde si le client a besoin de pièces détachées, parce que ça fait partie de... Je vais dire 50% de mon activité, c'est être en relation avec le client. Enfin, je fais un petit peu du service après-vente, entre guillemets. Ouais. Et qui veut dire pour l'entretien du matériel roulant. Pour l'entretien de leurs pièces à eux, parce que souvent ils demandent des pièces détachées, et plutôt que nous renvoyer les grosses structures qu'ils fabriquent, ils nous demandent, parce que étant donné que nous gère leur stock, c'est nous qui avons leurs pièces en fait. Okay. Et ça arrive souvent que eux ils aient besoin de leurs pièces, donc nous on leur donne, on leur envoie leurs pièces, on leur envoie ce qu'ils nous demandent, pour qu'eux ils puissent après répondre aux besoins de leurs clients. Ouais. Donc Pro a un rayonnement international. On peut dire. Ce que tu fais est connecté à d'autres pays. Mais complètement. On n'est pas dans du local. Non, on n'est pas dans du local. Mais comme je l'ai dit en introduction, Pro travaille avec des sociétés horlogères.
assez importantes, donc enfin tous celles qu'on connaît, hein, Oui. la petite couronne ou bien les autres. Exact. Et donc oui, ça va à l'international, c'est sûr. Oui. Ouais. Donc toi, tu commences à relever ta boîte mail, et puis après, Ouais. une fois que tu Bah, as après, vu ce que les clients souhaitent, ou bien les éventuels retours de marchandises. Je fais pas mal de conditionnement, ou alors, et quand il n'y a pas ça, alors soit je réceptionne la marchandise, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit énormément de pièces, Ouais. qu'on doit vérifier, contrôler, quantifier, reconditionner parfois, et ensuite stocker, en attente de leurs besoins. Et ça occupe aussi pas mal de mon temps. Et sinon, c'est de la livraison. Ouais. Et du coup, toi, tu dois physiquement déplacer des choses, prendre les pièces, les mettre au bon endroit. Oui. Et t'as des machines pour faire ça? Les reconditionner. Bah, il y a des chariots, il y a. Sinon, Alors, on évite de porter les pièces trop lourdes. Parce que voilà, on n'est pas des robots, et puis on se fait vieux. Vous n'avez pas d'exosquelette. Voilà, exactement. Et sinon, alors oui, l'activité qu'on a à Sécheron, moi et mes collègues, oui, c'est quand même physique. Puis alors, quelles sont les plus, on va dire, la plus grande satisfaction par rapport à ce que tu arrives à faire et ce que tu proposes, et là où Pro te reconnaît comme étant expert? Et puis l'autre pendant de cette question, quelles sont les plus grandes déceptions par rapport à ce que tu souhaiterais faire, mais que c'est impossible de le faire? Bah alors la satisfaction, c'est justement d'avoir d'avoir les retours du client qui est quand même passablement satisfait. Je dirais pas à 100%, hein, mais parce que bon, ça j'aime. On n'est jamais parfait. Et donc ça oui. Et puis être devenu complètement autonome, avoir une connaissance quand même assez poussée de tous les produits qu'on stocke, parce que bon, au bout de 17 ans, forcément on commence à connaître. Et puis je dirais pour l'aspect ouais, donc il y a vraiment une expertise, on peut le dire. Complètement, oui. Enfin, je vais dire, c'est la connaissance des pièces. Mais en fait, je pense que c'est aussi lié à mon handicap visuel. C'est apprendre les choses par cœur pour éviter d'avoir à aller chercher l'information et éviter de lire des choses pas forcément utiles, parce que ça va quand même amener une certaine fatigue visuelle au bout d'un moment. Oui. Et le fait de savoir les choses par cœur, enfin le fait de mémoriser les choses, on va dire, ça évite la lecture, et c'est une économie d'énergie, quoi. Ouais. Donc, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit chez Pro ou dans mes autres, chez Ideal Chimique, je fonctionnais comme ça aussi. Ouais. On sait où sont les choses, et ouais, du coup, l'expérience, elle te donne une mémoire, et puis cette mémoire. Exactement. Alors après, ça demande quand même une discipline, ça demande quand même une discipline d'ordre, parce que voilà, il faut savoir où sont les choses, et si voilà. Après, alors allons-y avec une anecdote. Par exemple, moi je suis ton collègue, je débarque là dans ton département, et puis je me trompe, et puis je mets des vis à l'endroit des boulons, des boulons à l'endroit des charnières. Mais ça arrive. Mais ça, je vais te dire, il y a pas besoin. Enfin, le handicap visuel, c'est pas ce qui arrête, parce que les personnes qui sont pas en situation de handicap, mes collègues aussi, si tu commences à leur déplacer des trucs, ils vont devoir les chercher pendant des heures, et ils vont péter ils vont péter un câble comme moi. Hein. Ouais. C'est mais du coup ça arrive. Donc toi maintenant on vient de comprendre que tu as une expertise, c'est beaucoup aussi une question de mémoire, et de géographie de l'endroit, de géographie complètement, de la répartition des éléments dans un espace donné. Et que voilà, du coup la difficulté de vision, elle est compensée, si on peut dire, par une mémoire qui est vraiment, et tu veux être avec l'essentiel et pas avoir des infos qui embrouillent. Je veux dire, éviter les informations, éviter les informations inutiles. Pour moi, en tout cas, elles le sont certainement pour d'autres, mais de ton côté, il y a une exigence forte de garder les mêmes repères le plus possible, hein, de pas désorganiser. Exact, oui. Ouais. Et puis dans ce domaine, encore de la logistique, il y a des formations complémentaires, il y a des choses que toi tu souhaites
encore améliorer dans la technique de travail, dans les Bah, connaissances métiers? moi, je suis ouvert à tout style de formation, oui, pourquoi pas. Ouais. Hein. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, elle prend une place énorme aussi pour dicter. On est tous en train d'utiliser la dictée vocale d'une certaine façon. Ouais. De demander à la machine de rédiger à notre place. Enfin, ouais. Pour pas dire encore de penser à notre place. Enfin, moi, ça, enfin, si tu veux mon avis là-dessus, non, moi, pour le moment, j'utilise pas ChatGPT, par exemple. Je ne m'en sers absolument pas. Ouais. Je connais pas d'ailleurs. Je suis allé voir par curiosité, mais ça m'a gonflé au bout d'une demi-heure. Donc, mais après, oui, je sais que il y a, par exemple, je sais que maintenant, quand on rédige des mails, bah, forcément, il y a la correction automatique qui se fait. Ouais. Alors qu'il y a, à une époque, le logiciel te le soulignait juste en rouge ou en bleu. Alors que maintenant, il corrige automatiquement. Mais toi, tu dis que ça t'intéresse pas, ou bien que t'as pas envie? Ben, c'est quelque chose. T'as pas envie de t'y mettre? Enfin, mais c'est pas que j'ai pas envie de m'y mettre, c'est quelque chose qui, bah, alors, moi, ça m'effraie un peu, quand même. Enfin, je veux dire, voilà, qu'une machine me dise comment penser. Non, alors justement. Parce que on y arrive, pas notre pensée, mais il faut les utiliser comme un outil. Oui, il faut les utiliser comme un outil, mais il faut pas non plus que ça devienne la règle du moindre, enfin, la loi du moindre effort. Ouais. Que les gens se disent tout d'un coup, ben, voilà, il y a l'intelligence artificielle qui fait ça à ma place, donc je laisse gérer la machine. Ouais. Toi, tu m'as dit dans notre entretien de préparation que tu regardais pas trop la télévision parce que c'est plutôt de l'écouter. Ouais, c'était. Parce que visuellement, c'est pas facile. Ouais, ben, je regarde plus la télé. Enfin, je regarde très peu la télé parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Enfin, je veux dire, pour ce qui y passe aujourd'hui à la télé. Mais du coup, ton temps libre, tu l'occupes comment? Tu écoutes des émissions? Ah ouais, ben ça m'arrive. Ouais, j'écoute. T'écoutes de la musique? J'écoute. De la musique, pas tant que ça. J'écoute, voilà, les émissions, en fait, je les écoute. Ouais. Plus que je les regarde. Ou sinon, je lis. Je lis de temps en temps quelques bouquins, Ouais. Pour lire, t'as quand même besoin, parce que j'ai vu que tu mets la feuille très très près. Hein, ouais, mais bah maintenant, il y a les livres sur les tablettes, là, les e-books. Oui. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut agrandir pas mal. Ah oui. Donc, tout à fait, ouais. D'ailleurs, les sites web, c'est important qu'on pense, tous ceux qui sont webmasters, de mettre une application qui permet d'agrandir les caractères. Ouais. Enfin, après, je sais que Windows, enfin, tu peux le faire par défaut sur Windows, mais après, je sais que tu peux agrandir, tu peux agrandir, si je dis pas de bêtises. Ouais. Peut-être pas tous les sites, mais en tout cas, les sites, enfin, le site, par exemple, du 20 minutes, ou si j'ai envie de lire un petit peu d'informations, c'est peut-être pas la meilleure source, mais, je sais que tu peux agrandir. Ou alors, il y a la synthèse vocale aussi. Ouais. Ouais. Je sais que iPhone, ils sont assez performants là-dessus. Il y a tout un truc d'accessibilité sur iPhone, pas mal. Ouais. Où, tu peux, par exemple, certains de mes SMS, plutôt que de les lire, je les sélectionne et puis c'est ma machine qui lit à ma place. Ouais. Et ça m'arrive de le faire aussi pour des articles de journaux ou, Mais alors, par rapport à ça, j'ai une question. La synthèse vocale, c'est toujours la même bibliothèque de voix. On a toujours à peu près la même voix que cette voix de synthétiseur. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est au bout d'un moment, c'est pas des... c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Génial. Donc, ça mériterait une sacrée amélioration. Ça, par exemple, oui. Pour le confort auditif, de ne pas avoir de ces voix toujours un peu... comme si on parle dans une casserole, presque. Ouais, mais c'est pas... Alors, ils ont amélioré un peu la qualité sonore de la voix, mais après, c'est toujours le même timbre. Enfin, je veux dire... Oui. C'est toujours cette voix qu'on entend dans le bus qui annonce les arrêts. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours... des voix synthétiques. Des voix complètement synthétiques, ouais. Mais alors, on ouvre là un chapitre. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la vie pratique au niveau des appareils électroménagers, au niveau des bornes pour acheter un ticket, des moyens justement des moyens d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'art, d'avoir accès aux loisirs. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qui est entre guillemets mobilier urbain? Je sais pas, parce que moi je m'adapte à
enfin, je m'adapte à ce qu'on a. Je veux dire, alors à Genève ça va parce que il y a les feux, ils sont tous pratiquement équipés de ce petit boîtier jaune qui vibre quand le feu est vert. Donc moi je me sers de ça. Quand j'arrive pas à me servir de ça et que j'arrive pas à voir le feu qui est en face de moi, bah je regarde celui qui est à côté de moi, donc celui qui est de mon côté du trottoir. Le piéton, ouais. Voilà. Et puis sinon, bah, quand je suis sur un axe qui est très fréquenté, si je vois que tout le monde traverse, bah, je traverse avec eux parce que Ouais. ça fait un petit peu, voilà. Mais c'est tout un système d'adaptation. Je pense que toutes les personnes qui sont malvoyantes comme moi, ou même aveugles, ou n'importe quel que soit le handicap, hein, d'ailleurs, il y a une capacité d'adaptation qui est de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. L'autre jour, on disait une machine à café, tu vois, une petite vitre lisse, tu vois pas ce que tu peux déclencher comme opération. Ah ouais, c'est sûr. Si la vitre est lisse. Moi, par exemple, les difficultés que j'ai, alors là où je rencontre de la difficulté, hein, concrètement, par exemple, c'est toutes ces grosses machines Selecta. Tu sais, où t'as où t'as une quantité indéfinie de produits, c'est savoir quel numéro je dois taper sur le cadran pour avoir le bon produit. Les distributeurs qu'il y a à la gare, par exemple. Voilà, exactement. Les distributeurs qu'on trouve dans les gares, ça, par exemple, pour moi, c'est difficile. Ouais. Parce qu'il faut aller regarder le numéro correspondant au produit. Alors, là, c'est sûr que, bah, quand j'y arrive pas, bah, je prends pas. Et je vais acheter ça ailleurs. Sinon, ça, c'est par exemple quelque chose qu'on pourrait, après, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce genre de choses. Mais, ça, par exemple, je pense que c'est une difficulté que je suis pas le seul à rencontrer. Ouais. Mais donc ça, c'est au niveau tactile, hein. Non, c'est vraiment au niveau visuel. Au niveau visuel. Parce que souvent, c'est une vitre et il y a une distance entre l'indication du produit et la vitre, et bah forcément, vu qu'il y a une vitre, bah tu peux pas te rapprocher pour voir le numéro qui t'intéresse. Ok. Donc ah oui, parce que souvent les produits ont un numéro derrière. Voilà, exactement. Ouais. Ou sinon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Maintenant, tout est sur écran, donc ça devient, je pense que ça devient vite compliqué. Ça l'est encore plus pour une personne qui ne voit pas du tout. Ok, donc peut-être, voilà, il faudrait développer peut-être un bureau d'ingénieurs qui réfléchit soit à l'électroménager, soit à des appareils qu'il faut améliorer, typiquement Selecta. Faut pas les nommer, mais d'autres. Hein. Mais par exemple, pour les tickets de bus, je sais, sauf erreur, qu'il y a on peut brancher les écouteurs et avoir une description. Une assistance vocale. Une assistance vocale de ce qu'il y a sur l'écran. Ok. Mais celui qui voit pas, il fait comment pour trouver l'endroit où il a inséré ses écouteurs? Ouais, parce que c'est un mini jack qu'il faut mettre. Ouais, voilà, exactement. C'est une prise jack. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a ça sur toutes les machines, hein. Ok. Mais ah ouais, j'ai jamais vu ça. Si. Sur certaines machines, ça existe. Donc, distributeur de billets CFF, TPG. TPG, CFF. D'accord. Je crois que c'est plus les CFF qui développent ça que les TPG. Ok. D'ailleurs, sauf erreur. Et puis un autre sujet que je voulais aborder, c'est le lien entre dans le canton de Genève et ailleurs, mais si on parle de Genève, le lien entre les affaires sociales et l'économie. Parce que justement, typiquement Pro, c'est un exemple. Il y en a d'autres à Genève qui sont des entreprises privées, dont nous aussi. Nous sommes une micro-entreprise, mais du même sorte de lien entre le fait que nous sommes acteurs de l'économie, mais tout en faisant aussi du social. Et puis, nous, dans notre cas précis, nous sommes d'utilité publique, donc il n'y a pas de productivité par rapport à une SA qui serait derrière, ou des actionnaires, ou des gens avec qui il faut répartir le bénéfice. On le réinvestit dans les projets, nous, l'éventuel bénéfice. Et on finance les projets nous-mêmes. Typiquement, Prunel, ça n'aurait pas pu exister si on n'avait pas financé le démarrage nous-mêmes. Et maintenant, on fait appel à des fonds pour développer le projet. Mais disons, ce lien entre le social et l'économie, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire à Genève? Et puis, quelle est ta réflexion? Toi, tu as parlé de l'ORIF, qui a été un centre de formation pour personnes handicapées, en situation de handicap, comme la formation duale, tu as évoqué. Tu as parlé des libellules, qui était une école spécialisée. Voilà. Du coup, il y a des structures institutionnelles qui existent, il y a de l'accompagnement, mais au niveau de l'emploi, et c'est un des gros sujets pour nous, l'emploi, l'accès à l'emploi,
et aussi la possibilité d'évoluer dans un emploi, parce que c'est pas parce que j'ai un emploi en tant que personne en situation de handicap que je dois toujours garder ce même emploi non, c'est sûr. Et finalement rester, disons, dans les mêmes tâches et pas pouvoir progresser dans mon chemin professionnel. C'est sûr. Du coup, ça, c'est quand même une question, pas seulement à Genève, mais au plan suisse, et européen, et mondial. Et mondial même, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faudrait l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Je pense que c'est quelque chose de primordial et d'important parce que il y a quand même un certain pourcentage de la population qui est en situation de handicap et beaucoup d'entreprises sont frileuses à engager des personnes en situation de handicap, peut-être parce que engager quelqu'un qui est en situation de handicap, ça demande peut-être un investissement de moyens auxiliaires ou et je pense que je pense que les employeurs sont peut-être un peu frileux à ça. Ou alors simplement se dire on va employer une personne en situation de handicap, peut-être que ça va ils vont se dire peut-être que est-ce que j'emploie quelqu'un de compétent ou d'aussi compétent que les autres. Ou il y a peut-être simplement des employeurs qui ont peur d'engager des personnes en situation de handicap. Je sais pas, par exemple, si on prend l'exemple du handicap physique, est-ce qu'ils sont prêts à engager une personne qui a un problème à un membre ou qui n'a pas, ou à qui il manque un membre, ou après tout dépend de l'activité dans laquelle on ait envie de se lancer. Après, je sais que dans l'administratif, par exemple, c'est peut-être un peu plus facile d'employer une personne en situation de handicap physique ou visuel, comme pour moi. Maintenant, est-ce que mettre une personne en situation de handicap visuel, je sais pas, sur une chaîne de montage ou devant un moteur ou je parle de la mécanique par exemple, mais je dis pas que ce serait pas possible, mais est-ce que l'employeur serait d'accord de prendre le risque? Parce que peut-être que dans sa tête le facteur accident ou le facteur blessure est plus élevé. Ah oui, la sécurité. D'un niveau sécuritaire, est-ce qu'un employeur serait d'accord d'employer une personne en fauteuil roulant ou sourde ou malvoyante? Tout dépend aussi des missions qu'on lui confie. Exactement. Et puis tout dépend du poste qu'on pourvoit. Exactement. C'est sûr qu'en étant aveugle, si tu te présentes à un poste de chirurgien, on va peut-être te dire non. Autre sujet que toi tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé? Non, mais je pense qu'en règle générale, au travail, il faut pas s'arrêter à un handicap. Je veux dire, c'est laisser la chance à la personne en situation de handicap de prouver de quoi elle est capable. Parce que quand on est en situation de handicap, j'ai l'impression, et là, ce que je vais dire n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'on doit prouver 2 fois plus que les autres ou 10 fois plus que les autres qu'on en est capable. Alors que, laissez-nous l'opportunité de vous prouver qu'on l'est ou pas. Je veux dire, après, je dis pas que c'est toujours une réussite, peut-être que réellement on n'en est pas capable, mais au moins on aurait essayé de le faire. Moi, c'était ce qui m'avait motivé justement à me lancer dans mon apprentissage en boulangerie-pâtisserie, où tout le monde me disait, mais avec ton problème de vue, ça va pas jouer, avec ton problème de vue, ça... Alors, effectivement, avec mon problème de vue, ça n'a pas joué, mais au moins, j'ai pas de regret, parce que j'ai essayé. Mais est-ce que l'activité, elle peut être un peu segmentée? C'est-à-dire, toi, tu arrives à faire peut-être 60% du boulot du pâtissier. Oui. Et puis, les collègues, ils font les 40% que toi, tu peux pas faire. Oui, mais alors, dans ce cas-là, ça me permettait pas d'aller au bout de ma formation, parce que j'avais, le patron, règlement d'examen. Voilà, le patron qui m'avait engagé, il m'avait engagé par un CFC. Et j'aurais pas pu aller au bout de toute façon. Donc il y a un référentiel de compétences, puis tu devais tout checker. Et voilà, il faut toutes les checker pour avoir ton diplôme. Pour ça, sinon, voilà. Mais j'ai essayé, j'ai échoué, c'est sans regret. Parce que j'ai essayé.
Qu'est-ce que c'est pour toi Prunelle? Qu'est-ce que ça évoque? Et puis, tu as même le droit à 1 minute de poésie, si tu veux. Prunelle, qu'est-ce que c'est pour moi? Ouais. Bah déjà, c'est un joli nom. Je sais pas si c'est toi qui l'as trouvé. En équipe, En équipe. C'est le fruit du travail de l'équipe, là, ouais. Bah Prunelle, c'est un enfin c'est une plateforme qui permet à des personnes qui sont en situation de handicap d'exprimer et de raconter leur vie, enfin leur parcours, leurs expériences, et peut-être que voilà, si la nouvelle génération qui arrive, ou ceux qui sont encore scolarités, donc je parle des enfants de moins de 15 ans peut-être, qui nous écoutent, voilà, leur dire que même avec un handicap visuel, ça va pas être facile, mais c'est possible. Ouais. Ah ok, donc toi tu lis ça à une note d'espoir par rapport aux plus jeunes qui oui, complètement. Aux portes de la formation, aux portes de la vie active. Voilà, aux portes de la formation, aux portes de la vie active. Ok. C'est voilà, il y aura des barrières, mais elles sont pas infranchissables. Ouais. D'accord, ça n'empêche pas de vivre. Non, absolument pas. Ouais. Et non, même de proposer des choses peut-être que d'autres, les voyants, parmi les non-voyants, que d'autres ne savent pas faire ou ne peuvent pas faire. Exact, oui. Parce que toi, la rigueur que tu disais dans ton organisation au quotidien dans le travail, tu as une rigueur que peut-être moi, je n'arriverais pas à avoir. Ouais, parce que on s'adapte. Enfin, c'est toute une question d'adaptation. Enfin, je vais dire, voilà, et moi, le message que j'ai envie de passer, c'est justement, de nouveau, si je me réadresse à cette nouvelle génération, c'est le handicap, il est là, donc il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Faut en faire un allié plus qu'un ennemi. Exact. Et moi, alors moi, pendant longtemps, j'ai été, ça m'a complexé quand même. Enfin, pas complexé, mais ouais. Oui, par exemple, voilà, quand t'arrives à 18 ans, ou même quand t'arrives à 14 ans, que tout le monde se déplace en 2 roues motorisées, que toi, tu peux pas en conduire. Quand t'arrives à 18 ans, que voilà, que tout le monde autour de toi passe son permis de conduire, et que toi, tu peux pas le passer, bon, oui, d'accord. C'est frustrant. Ça marque des limitations. Ça marque des limitations. C'est pas toi qui es limité, mais c'est les limitations qui se mettent sur ton chemin. Mais ça, c'est indéniable. Je pense que t'as pas besoin forcément d'avoir un handicap, un handicap quelconque pour être limité à. Je veux dire, à un moment donné, oui, d'accord, rien n'est impossible, mais jusqu'à un certain point. Je veux dire, c'est pour ça que par égard pour des personnes comme toi, on doit pas plus parler de situations handicapantes que de personnes handicapées. Exact, oui. Et ça, c'est un message fort à donner aussi. Parce que, parce que le mot handicapé, c'est très vite perçu comme étant quelque chose de péjoratif. Ouais. Maintenant, ça ne l'est pas. C'est une différence. Ouais. Voilà. Mais on apprend à vivre avec. Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Ok. Ouais, donc là, tu t'adresses à cette période la plus, disons, critique des 15 ans, autour des 15 ans. Voilà, exactement. 15-18 ans. Disons, moi, c'est celle qui m'a le plus affecté. C'est entre, même un peu avant, entre 12 et 17 ans. C'est cette période un peu ingrate. Alors, chez les garçons, après, chez les filles, peut-être que ça s'arrête un peu avant. Mais, voilà, où on est vite sujet à la moquerie, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore pire qu'avant, parce que maintenant, tout est sur les réseaux. Enfin, il y a tout un effort à faire là-dessus, je pense. Mais bon, on a tous été ados, on a tous été méchants, on a tous été cruels, on a fait subir les moqueries comme on les a subites. Et voilà. Et je pense que voilà. Moi, mon handicap visuel, il fait partie de moi. Et je sais même pas si aujourd'hui, il y a une petite fille qui arrive et qui me dit, je te l'enlève. Je sais même pas si je serais d'accord. Parce que ça fait partie de ma vie et parce qu'il faudrait que je réapprenne tout. C'est, voilà. Oui, tu m'avais dit, moi, je ne sais pas ce que c'est de voir. Voilà, oui, parce que plein de fois. Normalement. Plein de fois, on me demande, mais comment tu vois? Mais c'est difficile à décrire ce qu'on voit. À quelqu'un qui voit normalement. Comme pour quelqu'un qui voit normalement, c'est peut-être très difficile de décrire ce que moi je vois pas. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas d'éléments de comparaison, donc je peux pas. Alors oui, je peux te décrire, je peux te décrire où est ma limitation, mais au-delà de ça, je peux pas être plus précis.
Donc Prunelle, c'est ça va voyager vers aussi les plus jeunes. C'est ce que tu recommandes. Oui. Ouais. Si un parcours comme le mien ou comme celui de Francisco, par exemple, où la première personne que tu as reçue, c'était Céline, c'est ça? Céline Wittchard, oui. Voilà, elle a créé son entreprise. Oui. Enfin, elle est auto-entrepreneuse. Francisco aussi. Donc c'est possible. Oui. Même avec un handicap, quel qu'il soit. Oui, ou même représentant des affaires publiques, politiques. Exactement. D'être au Grand Conseil. D'être au Grand Conseil. Et Francisco n'est pas le seul. Il y a une autre personne qui... je sais pas, Cyril Misrahi, je sais pas si lui il est au Grand Conseil. Mais... Il y a Monsieur Misrahi, et puis il y a Céline Fantil, qui a eu, elle, un accident aussi, qui lui a coûté une partie de la vision, mais qui est à l'armée suisse. Ouais, voilà. S'est présenté au JO de Paris, dans les Jeux paralympiques. Donc voilà. Et qui a gagné d'ailleurs. Ah en plus. Ouais. Bon, Dominique, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu.